Bonjour à tous, on va commencer ce début de semaine, hein. On est très précisément lundi 27 mai 2024. Il est très précisément 7h49, 7h50. Donc voilà, on va commencer cette 13e vidéo avec un petit soleil du matin. Il a plu cette nuit en fait, hein. Et donc les terrains sont un peu mouillés. Derrière moi se trouve ma maison. Donc voilà, hein, on va procéder maintenant à des vidéos extérieures. Ce sera beaucoup plus concret et parlant, hein, pour compléter les premières vidéos qui ont été réalisées, que j'ai réalisées. Donc cette 13e vidéo, je vais l'intituler Christian Roussel, tenez-vous bien, Christian Roussel, je maintiens et je persiste, Christian Roussel, un expert judiciaire corrompu. Donc voilà, et toujours cette fameuse affaire criminelle, mes chers voisins. Donc voilà, on va aller sur le terrain, sur mon terrain. Je vais vous montrer un petit peu comment que ça s'est passé. La supercherie judiciaire, à la fois dans un premier temps avec des expertises d'assurance, notamment notre voisin qui est intervenu. Enfin, pour refaire un petit peu le récapitulatif. Donc on a fait l'acquisition d'un terrain en janvier 2007 très précisément, et à partir de mars 2007, la même année, en fait, nos voisins surélevaient leurs terres de façon significative et inacceptable, d'autant que le cahier des charges prévoyait, qu'il y avait interdiction totale de surélever les terres, hein. Il fallait protéger les acquéreurs des terrains. Et il y avait en complément, en fait, le plan local d'urbanisme qui l'interdisait aussi. Donc il faut savoir aussi que le plan d'origine de nos voisins, qui a été, le permis de construire qui date de août 2006, sur ce permis de construire ne figurait pas de surélévation de terre. Donc pour vous expliquer un petit peu la complexité, on est dans le cadre d'une extorsion de fonds, hein, d'une spoliation. La maison qui se trouve derrière nous, c'est une deuxième maison, c'est une deuxième acquisition. On a fait l'acquisition d'une première maison en 94, hein, qu'on a financée par un prêt, avec un petit apport. Et donc voilà, cette vente de première maison qui se trouvait à Levergy, non loin, à 6 km, nous a servi d'apport pour acheter cette maison qui fait très précisément, je donne les chiffres parce qu'il faut que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est une spoliation. Donc qui fait très précisément 212 mètres carrés. Elle a été construite, il y a un sous-sol en fait, hein. Donc on est à 1750 € sur les DIM, a priori, le mètre carré. Donc ça tourne autour de 380 000 € la maison qui se trouve derrière vous, hein. Faut savoir que cette maison nous a coûté 350 000 € sans les intérêts, bien évidemment. On ne compte pas les intérêts. J'ai intégré l'achat du terrain, les frais du notaire, et après tous les, l'apport personnel, et donc le montant des prêts. Donc voilà, c'est une première chose. Pour compléter, pour que vous puissiez bien comprendre également, je le répète, hein, je l'ai systématiquement précisé dans mes précédentes vidéos. Donc toute l'histoire a commencé en fait le 28 septembre 2004, lorsque je me suis rendu chez le cabinet, en fait, dans le bureau de maître Patrick Margoulès, avocat à Saint-Quentin. Cet avocat était, sans que je le sache, l'avocat de mon employeur, qui n'est autre que monsieur Philippe Rémy. Philippe Rémy, c'était le directeur de la teinturerie de la Chaussée Romaine sur la zone de Rouvroy-Morcourt. Et donc ce dernier, en fait, en ma qualité de comptable, je me suis aperçu qu'en 2001, il y avait une première facture de prestation de service, donc de prêt de personnel qui avait été adressé par l'entreprise de Coster à la Gorgue. Et en 2002, il y a eu une deuxième facture qui a été adressée du même type, donc pour un montant total, en euros bien évidemment, mais ce montant total représentait la somme de 800 000 francs, pardon. 800 000 francs. En 96, l'entreprise Société Nouvelle Teinturerie de la Chaussée Romaine dépose son bilan. Elle est rachetée par trois personnes, en fait, hein. Monsieur Philippe Rémy qui fait l'acquisition de 10% des parts. Donc cette société s'est appelée
société industrielle teinturerie de la Chaussée-Romaine. Il y a le directeur teinture qui achète également 10% des parts. Donc ils font un apport tous les deux de 200 000 euros. Et l'entreprise de Coster qui fait l'acquéreur principal, en fait, hein, qui fait l'acquisition des 80 autres pourcents de parts, donc pour un montant de 800 000 francs. Le tout pour 1 million d'euros. Donc quelques mois, très peu de temps après, le directeur teinture cède ses parts, revend ses parts à M. Philippe Rémy, hein, les 10% de parts pour les parts qui avaient été achetées pour 100 000 euros. D'après mes informations, ces parts ont été revendues pour 120 000 enfin, à l'époque, c'était des francs, donc 120 000 francs. J'ai parlé d'euros, mais c'était des francs. Hein. Donc voilà, quelques années plus tard, donc en 2001, j'apprends en fait que M. de Coster souhaite se débarrasser en fait entre guillemets de se séparer en fait des parts de la teinturerie de la Chaussée-Romaine. Donc M. Philippe Rémy est intéressé, mais bon, il se passe rien de particulier, etc. Si ce n'est que je m'aperçois, que, comme je vous ai dit précédemment, que cette entreprise a fait l'objet d'un abus de biens sociaux. Oui, effectivement. M. Rémy a racheté l'entreprise pour 1 euro symbolique. Il a racheté l'entreprise en se servant de 2 factures frauduleuses de prêt personnel pour 800 000 francs, 120 et quelques mille euros, un peu plus de 120 et quelques mille euros. Et donc, lui et sa famille ont acheté l'entreprise pour... le montant, je ne le connais pas, mais c'est symbolique. Voilà. Donc, et très rapidement, ce monsieur s'octroie des dividendes. Un dividende quand même assez significatif, de l'ordre par an, de l'ordre de 30 à 40 000 euros. Donc j'ai connaissance sur 2 exercices, et puis, mais par contre, je n'ai pas connaissance des exercices suivants. Il faut savoir que cette entreprise a déposé le bilan en janvier 2009. Donc voilà, il y a eu, moi quand j'étais licencié abusivement de cette entreprise, il y avait 69 personnes à l'époque. Donc M. Philippe Rémy a mis du monde sur le carreau, quoi. Il s'est bien servi, notamment, maintenant je déballe tout, je risque absolument rien. Il faut savoir que je suis lanceur d'alerte, que je suis là pour dénoncer la corruption au cœur même de la justice, de la République, et ce, à l'État, au niveau national. La corruption ne s'exerce pas, contrairement à ce que je pensais, que sur Saint-Quentin, mais dans beaucoup de tribunaux. Et il y a tous des réseaux criminels en fait qui s'enrichissent. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et je vous ai d'ailleurs expliqué précédemment les raisons, comment s'enrichissaient ces personnes en fait. Avocats, magistrats, greffiers, tout le monde une grande partie du monde judiciaire. Il faut savoir également que tout ça ne fonctionnerait pas si la corruption n'était pas au niveau national. Donc l'État est corrompu. L'État est corrompu. Une grande partie de nos politiques sont corrompus. Donc il y a une omerta totale. Les médias sont tenus au silence. Les médias appartiennent à des grands groupes. Donc les médias ne parlent absolument pas. Moi, quand j'ai manifesté sur Paris avec mon panneau, au départ mon panneau était emballé, un papier cadeau. Et donc les journalistes venaient me voir, ils étaient intéressés éventuellement pour m'interroger. Mais dès que je leur parlais de corruption, de justice, non, ils n'étaient pas intéressés. Ils n'étaient pas du tout intéressés. Et j'ai pu également remarquer que sur Saint-Quentin, au moment où j'ai manifesté concernant en fait pour les retraites, les médias se sont bien écartés de moi. Et si bien que les dernières manifestations, il n'y avait plus un seul média. Il n'y avait plus un seul média. Ah oui, il ne faut surtout pas de témoins, il faut surtout pas... Voilà, il y a quand même la responsabilité des médias qui sont présents et qui refusent de m'écouter. Je suis un citoyen, j'ai un droit à l'écoute, j'ai un droit à la communication. Donc voilà, il y a une chose qui me protège également, c'est, comme je l'ai dit, à la fois mon statut de lanceur d'alerte et je bénéficie également de la liberté d'expression. Donc on est sur un sujet très sérieux. Il faut savoir qu'il y a des gens, énormément de victimes, énormément de gens qui sont dans des situations dramatiques, des gens qui se sont également suicidés. Il y a énormément, je pense, de suicides. En France, il y a entre 9 000 et 12 000 suicides par an. Donc d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, une question s'impose. Concernant en fait la justice, quand je vois les dégâts que ça a fait sur ma famille, combien y a-t-il de suicides en lien direct avec des problèmes de justice. J'ai pas peur de balancer des noms d'avocats. Patrick Margoulès, qui fut en fait le premier avocat
avec qui j'ai eu un conflit d'intérêts, parce qu'en fait le 28 septembre 2004, je me suis rendu, comme je l'ai dit, dans son bureau, et en fait, je vous l'ai dit, mais je le répète, ce monsieur m'a bien écouté, m'a bien écouté. J'y suis allé en fait dans un premier temps parce que j'avais un de mes collègues de travail qui menaçait de se suicider. Donc c'était gravissime. Moi je suis quelqu'un d'humain. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Je ne pouvais pas laisser Monsieur Rémy continuer de violenter en fait son personnel. Donc c'était inadmissible. Hein. Ce monsieur n'avait qu'une envie, c'est vraiment de s'enrichir lui et sa famille. Il était imbu de sa personne. Aucune sensibilité, vraiment quelqu'un de très dur, voilà, quelqu'un de détestable. Hein. Franchement, je n'ai pas peur de le dire, hein. Détesté par une partie de son personnel. Bon, bien évidemment, quand on veut fonctionner dans une entreprise, il y a toujours une partie du personnel qui est achetée et qui se laisse malheureusement acheter avec quelques billets, quelques primes exceptionnelles. Voilà, j'en ai parlé précédemment dans mes vidéos. Donc c'était important de refaire un petit peu le point. Donc maintenant on va aller sur le terrain voir un petit peu cette histoire, cette abominable histoire d'expertise judiciaire qui s'est déroulée de mémoire en 2020. Alors il y a eu un courrier qui m'a été adressé en fait en 2018. En 2017 il y a un courrier qui m'est adressé par mes voisins, m'accusant de piocher, me demandant de faire un mur sous 15 jours. Donc voilà. En 2018, il y a une expertise avec des assureurs qui est demandée en fait par nos voisins. Donc leur assureur n'est autre que Sogessure, une filiale de la Société Générale. Et en fait, il y a aussi l'Union des experts en fait, de Picardie, en la personne de monsieur Patrice Cubiac, qui intervient pour représenter nos voisins. Donc, pour information, j'ai eu énormément de menaces de la part de Sogessure par lettre recommandée, m'accusant également d'avoir pioché dans le talus. C'est pas acceptable, c'est pas, comment dire, c'est pas... Alors j'ai pas voulu répondre dans un premier temps au courrier, parce qu'en fait, ces gens-là cherchent avant tout à vous épuiser, hein, et puis voilà, que j'ai l'expérience en fait, hein, j'ai 20 années d'expérience, donc je sais très bien là où il faut aller, et là où il faut surtout pas aller. Donc, je n'ai pas répondu dans un premier temps. Donc, il y a eu en 2019, en juillet 2019, nos voisins nous ont assigné. Alors, malgré tout, je tiens à revenir parce que moi, j'avais fait intervenir la GMF, la protection de la GMF. Donc, la GMF ont mandaté Cunningham Lindsay, numéro 1 de l'expertise judiciaire. Il y a eu monsieur Elias Akou qui est intervenu de mémoire en 2018, donc en mars 2018. Et donc l'expertise, dans un premier temps, M. Elias Akou s'est rendu à notre domicile. Très brièvement, hein, je lui ai remis un document de la Com d'Aglo qui faisait état en fait d'un nouveau permis de construire de nos voisins. Donc il datait du mois de mai 2007, et donc faisant état d'une surélévation, mais qu'en contrepartie, ces derniers s'engageaient en fait à réaliser un mur à leurs propres frais. Donc voilà, donc il y avait, donc moi je me suis rendu malgré tout à la com d'Aglo. J'ai constaté effectivement le permis d'origine, hein, c'est hyper important de le préciser. Donc sur le permis d'origine, le fonctionnaire de l'État, hein, de la com d'Aglo, m'a bien précisé et m'a montré le permis de construire en me précisant non, il n'y a pas de surélévation de terre en août 2006, ils l'ont obtenu. Donc il y a une face de côté, hein, profil de côté maison, pignon gauche, qui est matérialisé avec une surélévation des terres. Malgré tout, bon, surélévation des terres, on n'est pas de l'ordre de 30 cm, on est sur une surélévation de terre qui avoisine un peu plus d'1,20 m, voire 1,74 m, parce qu'il y avait un creux en fait au centre du terrain. Hein, le terrain a une longueur à peu près de 50 mètres, et donc le terrain du voisin fait très précisément 20 mètres et 5 cm. Donc c'est quand même des chiffres qu'il faut avoir ces chiffres en tête, hein. C'est important pour bien comprendre. Donc en fait on est sur une pente, on est sur une allée du Canel en fait. Nos domiciles sont situés à Lesdins, dans les Hauts-de-France, hein, Lesdins qui se trouve près de Saint-Quentin. Donc nos voisins c'est le 1 allée du Canal, et notre domicile c'est le 3 allée du Canal. Donc
Donc voilà, on va tout de suite se rendre sur notre terrain, voir un petit peu très précisément ce qu'il en retourne. Donc là derrière, c'est notre domicile. Voilà, c'est une maison R+1. C'est une maison R+1, c'est-à-dire avec un étage, avec un toit 4 pans. Donc on va s'approcher. Donc ce domicile a fait l'objet en fait d'une construction très particulière. Notre artisan qui est intervenu, qui n'est autre que le bâtisseur à Cambrai, qui a depuis déposé le bilan, nous a joué des mauvais tours. Il y a eu des représailles, effectivement. Tout ça n'est qu'une histoire de représailles, notamment l'histoire de nos chers voisins. Je vais vous montrer un petit peu la réalisation du mur par enrochement, le mur de soutènement, et notamment aussi par monsieur Alain Liot, qui n'était autre que le gérant des établissements Alliot, plomberie chauffage. Ce monsieur nous a particulièrement saboté notre maison, ainsi que monsieur Éric Flamand, le chef de chantier du bâtisseur, qui se sont livrés à un véritable massacre. Alors, très concrètement, concernant en fait monsieur Alliot, qui avait toute la partie chauffage, plomberie, c'est de percement en sous-sol de poutrelles, c'est strictement interdit. Il pouvait pour passer ses tuyaux, pour fixer ses tuyaux de cuivre percés dans les parpaings, dans les plafonds du parpaing, mais non, ils ont préféré délibérément percer dans les poutrelles. Donc ça, c'est vraiment un acte caractérisé de sabotage. C'est pas quelque chose, c'est le b.a-ba dans la construction. On ne perce pas dans une poutrelle, c'est la structure de la maison. Donc pour ce qui est aussi du chauffagiste, Alain Liot, on a été embêté tout le long du chantier, avec des provocations, des menaces, du chantage, un courrier calomnieux, etc. Voilà, on a essayé de me faire passer, entre guillemets, pour un emmerdeur. Donc voilà, c'est les techniques qui sont employées par des mafias criminelles. Et monsieur Alain Liot est un criminel, il ne se cache pas d'avoir des relations sur Saint-Quentin. Moi j'appelle ça un cartel. Saint-Quentin est un cartel. La devise de Saint-Quentin, c'est Saint-Quentin, la ville qui vous sourit. Non, la ville elle sourit bien. Oui, elle sourit la ville, elle sourit. Il y a même un grand rictus de la part du cartel de Saint-Quentinois. Mais la ville, elle sourit à qui, en définitive? Elle sourit aux criminels, aux notables, aux gens qui s'enrichissent sur le dos de leurs victimes. C'est ainsi que se passe dans la plupart des villes d'ailleurs. C'est ainsi que ces gens s'enrichissent en faisant des affaires particulièrement... ce sont des escroqueries, quoi. Ce sont clairement des escroqueries. Encore une fois, on a fait l'objet d'une tentative de spoliation. On a fait l'objet dans un premier temps en 2022, d'une extorsion de fonds. Très concrètement, 6 185 € et 15 500 €. Plus ces 15 500 € ont fait l'objet d'un prêt. Donc il y a des intérêts, il y a des frais de tenue de compte, etc. Donc pendant 7 ans, on rembourse de mémoire 231 € tous les mois. 231 € en moins tous les mois. Donc voilà, pour une histoire de falsification de permis de construire, de faux en écriture publique, Christian Roussel, un expert judiciaire corrompu. La responsabilité est grande, elle est très élargie, parce que la mairie de l'Esdin, le permis de construire, ça vient des mairies. C'est tellement facile en fait de faire du papier et de ne pas numériser les papiers, moi je comprends pas. On est à l'époque, moi je me souviens avoir fait un stage dans les années, tenez-vous bien, dans les années 80, que je ne dise pas de bêtises, 84. 84 à la mairie de Saint-Quentin. C'était un stage informatique. À l'époque, je travaillais sur le COBOL. COBOL, c'est un langage informatique, comme BASIC ou bien comme d'autres langages. Et donc, en fait, tous les documents étaient numérisés. En fait, c'était pas de la numérisation comme on a aujourd'hui, mais on faisait une capture en fait sous bande, une sorte de photographie en fait du document, et notamment des fiches de paye. Donc en 2015, alors qu'on est en fait sur des produits très sensibles, c'est des produits très sensibles, un permis de construire. Il ne faut pas qu'il y ait une falsification. Non, on a des papiers volants, des papiers qui disparaissent, des papiers qui sont voilà, on change les permis de construire. On change les permis de construire. Et derrière, mes voisins
quand en fait il y a eu cette ignoble manipulation de la part de monsieur Elias Akou de la GMF, hein, qui est mandaté par la GMF, Kunigan Lycée, le numéro 1 de la protection juridique, qui était à notre domicile et qui sort, qui se lève d'un seul coup et qui se retrouve chez nos voisins. Donc nous on suit, on va sur le trottoir, mais tout était fermé, les volets, pas les volets, mais les rideaux sont complètement opaques, on ne voit rien. Donc moi, on attendait que ces gens sortent pour l'expertise sur le terrain, hein, au niveau du talus, et personne. On a attendu, et puis monsieur Elias Akou est sorti, et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a montré le document qui devait surtout pas montrer, parce que c'était stratégique, hein, il fallait que nos chers voisins fassent tomber leur carte, et donc s'ils avaient fait tomber le permis de construire de août 2006, ben, j'avais la preuve que voilà, le permis était falsifié. Mais ils ne l'ont jamais produit, parce que M. Elias Akou a vendu la mèche. Donc ils ont produit en fait des documents du permis de construire, certes, mais la coupe de profil de la maison, ils n'ont jamais produite. Ils ont produit celle de juillet, mai 2007, sur lequel il y a une surélévation des terres. Donc on est vraiment dans une flagrance de falsification de documents gravissime, hein, parce que faut savoir que ça nous porte un préjudice financier, mais aussi un lourd préjudice psychologique. On est harcelé depuis mars 2007, tenez-vous bien, depuis mars 2007, hein, ça fait plus de 6000 jours qu'on est harcelé par nos voisins. Là, devant, ce que je vous ai montré derrière moi, vous voyez, se trouve une bande commune, que je tombe une partie, parce que la commune ne tombe pas, donc j'ai pas envie d'avoir des herbes qui fassent 80 cm de haut. Eh bien, nos chers voisins avaient un petit chien à l'époque. Pendant des années, ils ont fait crotter leur chien sur cet espace. Leur chien était très très bien apprivoisé, hein. Il n'y avait aucune crotte, aucun pipi sur leur terrain. Par contre, dès qu'il sortait le chien, c'était pour faire devant chez nous. Et puis voilà, des insultes, vous n'êtes pas ici chez vous, etc. Je me souviens même Monsieur Duchesne qui s'est dit, qui m'a dit en fait, je suis ici chez moi, tout le monde ne peut pas en dire autant. Ben, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ce monsieur avait payé sa maison, parce que nous, on avait des prêts. Donc il considérait qu'on n'était pas chez nous. Hein, c'est notre propriété, on est passé chez le notaire, mais on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous parce qu'on n'a pas fini de payer notre maison. Donc voilà, c'est pas la maison de nos rêves, hein, bien au-delà. On n'a qu'une hâte, c'est de quitter les Daims, quitter la région, hein, fuir les Hauts-de-France, surtout fuir les Hauts-de-France, parce que c'est une très belle région, hein, d'un point de vue au niveau des paysages. Les Daims, c'est un très très beau village, mais la région de France est gangrénée par les réseaux maçonniques. C'est une catastrophe. Le droit n'existe pas. Les citoyens sont violentés, pour certains sont violentés. Et tout le monde le sait, tout le monde a peur, hein. Quand on parle de justice, tout le monde a peur, mais personne ne fait rien. Comme dit François Ratage, peuple de moutons, personne ne bouge, tout le monde laisse faire. Donc voilà, il y a des gens qui souffrent, des gens qui se suicident, comme je vous ai dit, et personne ne bouge, personne ne se mobilise, parce que pourtant ils sont qu'une poignée, hein. Il y a environ 90 000 avocats en France. Donc bien évidemment, hein, les 90 000 avocats ne sont pas tous corrompus, il y en a qui ne marchent pas du tout dans le système mafieux judiciaire, fort heureusement, mais ces gens-là, qui sont tout à fait honnêtes, il y a eu tellement d'avocats qui ont été violentés, radiés, qui se sont suicidés pour avoir défendu des droits, pour avoir dénoncé des décennies de corruption, hein, parce qu'aujourd'hui, les gens s'imaginent qu'on est dans un pays de droit, mais c'est totalement faux. On nous bourre le crâne depuis notre enfance, ou à l'école, où voilà, il y a eu la Révolution française, tout a changé. Maintenant, le droit, c'est un droit, voilà, par rapport à d'autres pays comme la Chine, comme la Russie. En France, on est dans un pays de droit, on est un beau pays de droit. Non, c'est tout à fait faux. Il n'y a pas de séparation de pouvoir, dans la mesure où c'est la présidence de la République, notamment le président de la République, qui nomme les préfets et qui nomme les magistrats, les hauts fonctionnaires de l'État. Donc ces personnes, ces hauts fonctionnaires de l'État, notamment tout ce qui est procureur de la République, sont redevables à l'État.
Donc voilà, c'est eux qui font le jour et la pluie, hein. Et pour la majorité des citoyens, c'est souvent la pluie qu'ils font. Donc je vais enchaîner avec cette horrible histoire de mur de soutènement. En fait, on a été condamné en 2022 abusivement parce qu'en fait, monsieur Christian Roussel a tout simplement fait un faux en écriture publique. Il a fait un faux en écriture publique. Donc il nous a adressé un pré-rapport dans un premier temps, par recommandé. J'ai tout de suite réagi, j'avais un petit peu anticipé, hein. J'avais un petit peu anticipé, donc préparer mon courrier, hein, dans la mesure où j'avais la mémoire fraîche par rapport à cette expertise. Donc j'ai eu qu'à ressortir le courrier, faire quelques ajustements, et puis je lui ai adressé un petit courrier de 75 pages, un courrier avec, comment dire, notamment enfin, toutes les preuves, des témoignages également, des témoignages de personnes victimes, voilà, de la justice. Hein, c'est important d'apporter des preuves, parce que lorsque vous n'apportez pas de preuves, si vous êtes tout seul, si vous êtes la seule victime, ben on vous fait passer pour quoi? Pour un malade, pour un parano, pour quelqu'un qui invente, voilà, là, comment dire, j'ai pas le mot en tête, mais comment il s'appelle ça en fait? J'ai plus le mot en tête, excusez-moi. Donc si ça me revient, je vous le dirai un peu plus tard. Donc voilà, on va descendre un petit peu, on va aller d'abord sur la route, hein, voir un petit peu. L'allée du canal, il y a une pente de 6%. Monsieur Christian Roussel, lui, il a toujours refusé de reconnaître cette pente, hein. Donc voilà, je vais me retourner, oui, on voit. Donc je suis sur le point le plus bas, hein. Je suis sur le point le plus bas, et donc derrière moi, il y a l'allée du canal qui remonte. Donc je vais retourner en fait le téléphone de façon, voilà, je vais le retourner, je vais monter la rue de façon à ce que vous puissiez bien voir la pente. Donc voilà, je retourne, et puis je vous dis à tout de suite, je vais continuer de parler, hein. Là, vous voyez, en face, voilà, vous avez ma maison. Vous avez ma maison, donc qui se situe aux 3 allées du canal. 3 allées du canal. Vous voyez, monsieur et madame de Rennes, 3 allées du canal. Donc c'est notre propriété. C'est notre propriété. Et donc là, vous avez la descente du sous-sol avec un mur d'enrochement. Et là, si on se retourne, vous avez en face, je ne vais pas vous montrer le nom de mes voisins, parce que c'est pas important, moi je les appelle mes chers voisins. Mes chers voisins. Donc là, vous avez en face la maison de mes chers voisins. Et donc on va s'avancer, on va regarder un petit peu, vous voyez, il y a 6% de pente. C'est-à-dire qu'entre le haut de la rue et puis le bas de la rue, il y a à peu près 4 à 5 mètres. 4 à 5 mètres. Donc l'allée du canal est loin d'être plate. Il y a 6 mètres, il y a 6% de pente, hein, toujours de 5,90, 6% de pente. Et donc très rapidement, on va pas regarder la boîte aux lettres, pardon. Donc voilà, la maison du voisin. Donc c'est hyper important de pouvoir en fait analyser la situation, parce que là vous avez une grande partie de macadam, j'aurai l'occasion d'en revenir, mais si vous regardez bien la descente de sous-sol, il y a un effet optique. Il y a un effet optique parce qu'en fait le mur qui se situe à la droite est plus bas que le mur qui se situe à gauche, qui fait que si je me recule, dans la mesure où notre maison, le constructeur, le bâtisseur n'a pas respecté en fait les hauteurs. Donc si je me recule et que je fais une photo, là c'est une vidéo, que je fais une photo comme ça, eh ben on voit que les maisons sont au même niveau. Donc tout est une histoire de supercherie. On a fait croire depuis le début que les terrains étaient plats et donc il n'y avait aucune pente. Donc ça c'est gravissime parce que M. Christian Roussel, comment dire, et l'expert judiciaire Christian Roussel, mais également les experts d'assurance, hein, n'en ont pas fait état. Volontairement, de façon à ce que l'on soit condamné. Alors pour la petite histoire aussi, on n'avait pas le droit, il y avait interdiction de faire du macadam comme ça, parce qu'en fait quand il pleut, ben, vous voyez, toute l'eau qui se trouve sur le macadam, elle vient là sur la route. Elle descend sur la route. Et il y avait obligation que toutes les eaux de ruissellement restent sur le terrain des voisins. Notamment, il y a une bande là, vous voyez, il y a une bande de 30 cm. Cette bande-là, je vais mettre le pied, j'ai des sabots, hein. On va aller sur le terrain. Voilà. C'est, comment dire, il y avait une bande à respecter de 30 cm d'engazonnement. Et donc cette bande n'a pas du tout été respectée. Mais vraiment pas du tout été respectée. Donc ils ont mis du macadam. Ils ont mis du macadam. Et c'est tout à fait inacceptable. Inacceptable.
Donc si on se retourne, on voit bien que derrière, on va se retourner, derrière il y a deux maisons, et donc il y a un décrochement aussi, il y a bien effectivement une pente. Mais en aucun cas, le voisin du dessus n'a créé de nuisance avec le voisin du bas. En aucun cas, il y a eu une demande de mur de demander en fait. Hein. Donc là, on va monter jusqu'en haut de la rue. Là, il y a une maison qui fait l'angle. Donc là, pour l'histoire, le petit mur là, c'était strictement interdit. Normalement, c'était un grillage. Il fallait construire un grillage. Hein, un grillage, pas de soubassement. Le soubassement était strictement interdit. Il y a normalement, si on retourne en fait sur mon terrain, il y a une borne qui se situe à 2 mètres. La borne se situe à 2 mètres en retrait. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Il y a une borne qui se situe en 2 mètres. Là, il y a l'engazonnement. Il y a l'engazonnement de 30 cm. Et là, il y a une borne qui se situe à 2 mètres. Et il y avait la même chose, si vous voulez, sur le haut du terrain. Hein, sur le haut du terrain, entre nos voisins et le voisin du dessus, il y avait cette borne. Et cette borne a disparu. C'est strictement interdit. On n'a pas le droit de toucher au bornage d'un terrain. Donc on va revenir. La borne là, elle a été mise là, déplacée. Mais enfin, la borne, c'est simplement le haut de la borne hein, qui est déplacé. Et vous voyez là, voilà cette talute, etc. Enfin, c'est un bordel pas possible. Excusez-moi d'être grossier, mais vraiment, il y a de quoi être en colère quand on s'amuse à voler une maison à des voisins, à les persécuter pendant des années. C'est strictement interdit. Enfin, non seulement interdit, mais c'est totalement inhumain. Tiens, allée du canal. Allée du canal, voilà. Allée du canal à l'Édin. Donc, on voit bien la pente. Donc, pour résumer, M. Christian Roussel est bel et bien corrompu, parce qu'en aucun cas, il a fait état de la pente. Et c'est bien cette pente qui détermine la surélévation des terres des voisins. En fait, ils avaient un sous-sol, donc c'était très facile pour eux que de, je reviens, hop,